des scientifiques ont découvert une étoile invisible nichée au cœur de la Voie lactée. Une étoile qui a joué un rôle clé dans la genèse de notre galaxie. Située à 26 000 années-lumière, en son centre, un objet massif et imperceptible a commencé à se diffuser partout. Et vous l'inhalez à chaque instant sans même en avoir conscience. Tout débuta dans les années 70, lorsqu'une astronome du nom de Vera Rubin entreprit d'étudier la galaxie d'Andromède. Son objectif était de vérifier si les étoiles suivaient des trajectoires prévisibles. Imaginez que vous fassiez tournoyer une balle au bout d'une ficelle autour de vous. Plus elle est proche, plus elle tourne rapidement sur une orbite réduite. À l'inverse, si vous relâchez la ficelle, la balle ralentit et décrit un cercle plus large. Tel est le principe fondamental de la gravité. Il en va de même pour les planètes. Celles qui gravitent à proximité du Soleil, comme Mercure, parcourent leur orbite en quelques mois seulement, tandis que les plus éloignées, telles que Neptune et Saturne, mettent plusieurs décennies à achever leur révolution. Les étoiles devraient donc suivre ce même schéma en orbitant autour du centre de leur galaxie. Les plus proches se mouvant rapidement, tandis que celles situées en périphérie devraient se ralentir. Or, lorsque Rubin mesura leur vitesse, elle fit une découverte troublante. Ces étoiles ne ralentissaient pas. Les étoiles lointaines se déplaçaient à une vitesse comparable à celle proche du centre. Logiquement, ces galaxies auraient dû se disloquer. Pourtant, elles demeuraient intactes. Ce paradoxe indiquait qu'une force mystérieuse les maintenait en cohésion. Une présence indétectable. Un objet massif et invisible dissimulé au centre galactique, exerçant son influence sans jamais se dévoiler. Rubin entreprit de répéter ses observations sur d'autres galaxies. Il ne s'agissait pas d'une anomalie isolée, mais d'un phénomène omniprésent. Elle venait par hasard de mettre en évidence que ces structures cosmiques baignaient dans une matière d'une densité colossale, bien supérieure à celle de toutes les étoiles, planètes et nuages de gaz réunis. Une force invisible les enveloppait. Les astronomes baptisèrent cette entité « matière noire », car elle n'émet aucune lumière, ne la reflète pas et ne semble interagir avec aucune autre substance. Elle est simplement là. Et pourtant, toutes les modélisations confirment non seulement son existence, mais aussi son rôle fondamental. Elle constitue à elle seule 85% de la masse totale de l'univers. Sans elle, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Pourtant, tout comme l'étoile invisible détectée au centre de la Voie lactée, la seule manière de la percevoir était son empreinte gravitationnelle. Comment déceler ceux qui refusent obstinément de se laisser trouver ? Récemment, des scientifiques ont émis l'hypothèse de l'existence d'une étoile invisible au centre de la Voie lactée. Une découverte fascinante qui pourrait enfin nous offrir un aperçu de la nature réelle de la matière noire. Ils ont commencé par traquer les moindres indices de son existence, scrutant tous les signes possibles de sa présence. Ils ont analysé le mouvement des galaxies et provoqué des collisions de particules dans des accélérateurs géants, espérant générer en laboratoire d'infimes fragments de matière noire. Mais ces efforts n'ont guère donné de résultats. Ils ignoraient même ce qu'ils devaient chercher. La matière noire est-elle seulement constituée de particules ? Une théorie suggérait qu'elle serait formée de particules fantomatiques, à peine capables d'interagir avec la matière ordinaire. D'autres hypothèses avançaient qu'elle pourrait apparaître et disparaître en un clin d'œil. Un problème subsistait néanmoins. Si la matière noire fonctionnait ainsi, alors les centres galactiques devraient être incroyablement denses, saturés de matière comprimée dans un volume infime. Or, l'observation révèle une toute autre réalité. Les noyaux des galaxies semblent étonnamment diffus, étendus, presque éthérés. C'est alors qu'une nouvelle théorie a vu le jour. Et si la matière noire nichée au cœur des galaxies n'était pas composée de particules lourdes, comme on l'avait longtemps supposé? Si elle était d'une nature si ténue qu'elle se comportait davantage comme un filament aérien? Ces filaments hypothétiques seraient d'une légèreté inouïe, bien au-delà de tout ce que la science a pu observer jusqu'ici. Ils seraient même des milliards de fois plus petits qu'un neutrino, pourtant déjà la particule la plus légère connue. Ce concept, baptisé matière noire floue, pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Une équipe d'astrophysiciens a voulu éprouver cette hypothèse. Ils ont donc conçu une simulation, modélisant une galaxie avec deux éléments principaux, une grande quantité de matière noire floue et une petite fraction de gaz, le même type de gaz qui engendre les étoiles visibles. Une fois le programme lancé, ils ont simplement laissé le système évoluer, observant avec attention l'interaction entre ces deux composants. Au départ, ce fut un chaos total. Mais progressivement, la matière noire floue commença à se condenser, se regroupant pour former un gigantesque objet invisible près du centre galactique. Le gaz réagit immédiatement,
se dispersant dans cette masse impalpable, s'y mélangeant et générant une faible lueur. Puis, un phénomène extraordinaire se produisit, donnant naissance à des étoiles sombres. Contrairement aux étoiles classiques comme notre Soleil, rayonnant de chaleur et de lumière, ces objets étaient les colossaux, invisibles, et résultèrent de la fusion de deux formes de matière. Une entité totalement nouvelle, jamais observée jusqu'alors. Ces structures s'étendraient sur des milliers d'années-lumière, tout en étant presque immatérielles, plus proches d'immenses nuages cosmiques que de véritables astres. Leur nature leur valut d'être nommées étoiles à fermions-bosons. Enfin, le mystère de la matière noire semblait trouver une explication. Le noyau de ces étoiles invisibles présentait une densité idéale, ni trop élevée, ni trop faible, et correspondait exactement aux observations des astronomes sur les galaxies réelles. Si cette hypothèse venait à être confirmée, elle pourrait expliquer le comportement et le rôle de la matière noire dans l'univers. Chaque galaxie de l'univers pourrait alors être influencée par l'un de ces gigantesques objets fantômes. L'étoile cachée au cœur de la Voie lactée pourrait en être un, façonnant notre galaxie d'une manière dont nous n'avions jamais eu conscience. Cette matière se comporterait bien différemment de la matière ordinaire. Incapable de former des structures solides, elle existerait sous forme d'un réseau complexe et mouvant de filaments ou de cheveux. Cela signifie aussi que la Terre pourrait être entièrement plongée dedans. La matière noire restant soumise à la gravité, elle est attirée par les planètes et les étoiles, se concentrant en flux denses qui l'amènent à traverser notre planète tout en l'enlaçant, oscillant en permanence. Si nous pouvions l'observer, elle apparaîtrait sous forme de filaments lumineux et invisibles, perçant la planète et s'étirant dans l'espace. Mais ce n'est qu'un début. Désormais, les scientifiques doivent affiner leurs modèles, les enrichir de détails et confronter leurs prédictions aux observations réelles des galaxies. La découverte d'une étoile sombre au cœur de la galaxie n'est pas notre seul indice. Heureusement, un phénomène cosmique nous permet d'en détecter la trace. La lentille gravitationnelle. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine traverse l'univers, elle peut croiser une galaxie massive ou un autre objet au champ gravitationnel intense. Plutôt que de poursuivre sa trajectoire en ligne droite, elle est alors courbée par cette force colossale. En atteignant la Terre, cette lumière déformée offre une image agrandie et distordue de la galaxie d'origine, comme si nous regardions à travers un verre courbé. Si la matière noire est floue, elle devrait laisser une empreinte singulière sur ces images, rendant certaines zones légèrement troubles et ondulées. Pour en avoir la confirmation, il fallait un objet idéal à observer, et les scientifiques en ont trouvé un. Une galaxie lointaine dont la lumière, déformée par la gravité, présentait une étrange silhouette allongée. Ils ont alors relié des radiotélescopes du monde entier, formant un télescope virtuel d'échelle planétaire. Il était capable de zoomer jusqu'à percevoir les détails les plus infimes de cette galaxie aussi nettement qu'un grain de sable sur la Lune. Ils ont ensuite mené une vaste expérience, générant des simulations de cette image avec différentes tailles de particules de matière noire floue. À un moment précis, ils ont fini par découvrir une correspondance parfaite. Cela leur a permis de calculer la masse exacte de ces particules bien avant de les détecter. Les indices pointent directement vers notre propre galaxie. Les zones les plus denses de ces cheveux cosmiques, leurs racines, pourraient être étonnamment proches, à seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, une distance accessible pour une sonde spatiale. Avec la découverte de cette étoile invisible au centre de la Voie lactée, il ne reste plus qu'à l'étudier de près. Une mission vers l'une de ses racines pourrait enfin nous permettre de résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers. Une puissante explosion de rayons gamma d'une demi-seconde seulement a eu lieu, et elle a libéré une énorme quantité d'énergie. C'était plus que notre Soleil pourrait produire en 10 milliards d'années. Ce bref flash a illuminé tout le ciel. Ensuite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable est venue le remplacer. Les astronomes ont examiné ce phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes gamma, d'ondes optiques et d'ondes infrarouges. Il s'est avéré que l'on avait vu un magnétar qui venait de naître pour la toute première fois. Il s'est probablement formé après la fusion de deux étoiles à neutrons. Cette fusion a donné lieu à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires. Sa lumière a finalement atteint notre planète le 22 mai 2020. Imagine une énorme étoile, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si c'est le cas, l'étoile commence à se refroidir. La pression à l'intérieur chute et la gravité commence à se resserrer vers l'intérieur.
Et soudain, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se produit si rapidement qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Cela produit un éclat de lumière aveuglant. Cette puissante explosion s'appelle une supernova. Ce qu'elle laisse derrière elle est un noyau incroyablement dense entouré d'un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse. Si l'étoile est suffisamment grosse, plus de 10 fois la taille de notre Soleil, elle se transformera probablement en un trou noir. Sinon, elle se transforme en une étoile à neutrons. Il s'agit en fait d'un noyau géant, c'est-à-dire la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et leur taille dépasse rarement les 30 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 terres mises côte à côte. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement minuscule. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique très intense. Si tu devais prélever une seule cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Cette densité est tellement forte que les étoiles à neutrons font partie des objets les plus énormes connus. Le prochain arrêt est un trou noir. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes ou même en moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme rare d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra fort. Il est 1000 billions de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est également si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. En d'autres termes, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques peuvent sérieusement perturber le voisinage. Les atomes qui auraient la malchance de se trouver assez près d'une étoile de ce type seraient étirés en lignes fines comme des crayons. Si tu te retrouvais à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, eh bien, franchement, ça finirait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que tes impulsions nerveuses ne fonctionneraient plus. Même tes molécules changeraient sous l'influence du champ de l'étoile. Au final, tu disparaîtrais presque entièrement. Si un magnétar volait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. As-tu déjà entendu parler de l'étoile en diamant dont la valeur surpasse celle de toutes les richesses de la Terre, ou de ces étoiles scintillantes dont la surface est faite de fer solide? Jetons un coup d'œil à ces étranges astres et essayons de percer leur mystère. Il y a une étoile dans la constellation du Centaure que l'on a surnommée Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, c'est bien le titre d'une chanson des Beatles. On a découvert que cette étoile contenait un diamant massif en son cœur. Mais tu te demandes peut-être quelle est la taille réelle de ce diamant. Eh bien, on l'estime à environ 10 milliards de billions de carats. Un 1 suivi de 34 zéros. Pour mettre cela en perspective, le diamant Hope, l'un des plus gros diamants sur Terre, ne fait que 45,5 carats. Peux-tu imaginer la taille de la bague que tu pourrais fabriquer avec ce diamant stellaire? Et il a à peu près la même masse que notre Soleil. Mais ne t'emballe pas trop vite à l'idée de posséder ce diamant. Même si tu étais Jeff Bezos, tu ne pourrais pas te l'offrir. Selon Ronald Winston, PDG de la société Harry Winston, la taille de ce diamant risquerait de faire chuter les cours du marché. Tu devras donc te contenter d'une bague de fiançailles beaucoup plus petite. Une chose intéressante à propos de Lucy in the Sky with Diamonds est qu'elle est incroyablement dense. Sa masse est celle du Soleil, mais à l'intérieur d'un diamètre équivalent à 1/3 de celui de la Terre. Comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte à chaussures. Et pourtant, malgré cette taille imposante, elle est relativement froide, avec une température centrale d'environ 6649 degrés Celsius seulement. En comparaison, la température centrale de notre Soleil est d'environ 15 millions de degrés. Depuis la découverte de Lucy in the Sky with Diamonds, on a trouvé plusieurs autres étoiles cristallisées, dont certaines ont un cœur de diamant de la taille de la Terre. Cela prouve bien que l'univers est plein de surprises, et qu'on ne sait jamais quel genre de trésor on découvrira dans la vaste étendue de l'espace.
nous avons trouvé d'autres curieuses étoiles. Il y a beaucoup de choses étranges et inexpliquées dans l'espace. Prenons l'exemple de Vega. Vega, qu'on appelle aussi Alpha Lyrae, est une étoile située dans la constellation de la Lyre. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et elle est facilement visible à l'œil nu dans la plupart des régions du monde. Pour nous, habitants de l'hémisphère nord, Vega est une belle étoile lumineuse. Mais nous avons découvert l'un de ses secrets. Elle est en fait un peu écrasée. Sa vitesse de rotation fait qu'elle se renfle à l'équateur, comme si elle avait un peu de ventre. Elle tourne une fois toutes les 12,5 heures, ce qui est assez rapide pour une étoile. Et elle projette de la matière autour d'elle. C'est un peu comme si elle faisait du hula hoop. Cette matière étant assez éloignée de son centre, elle subit donc moins la gravité, ce qui la refroidit et l'assombrit. On appelle ça assombrissement par la gravité. Vega est donc le pire cauchemar d'un conseiller en fitness cosmique. Pour nous, qui l'observons, elle paraît toujours ronde, parce que nous la regardons depuis l'extrémité du pôle de la Terre. Si nous l'observions depuis un autre angle, nous aurions une vue très différente. Et nous nous demanderions si Vega ne se goinfre pas de beignets cosmiques quand nous lui tournons le dos. Mais même si nous nous moquons un peu de son tour de taille, il est indéniable que Vega reste l'une des étoiles les plus fascinantes de notre galaxie. Mais tu veux voir quelque chose de vraiment brillant? Que dirais-tu d'une supernova? Les supernovas sont de gigantesques explosions qui se produisent lorsque les étoiles atteignent la fin de leur vie. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice, mais à l'échelle cosmique. Elle libère plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'étoile que nous allons voir maintenant. Un objet céleste nommé IPFT I4HLS. Mais il y a un hic. Il ne s'agit pas d'une supernova ordinaire. Cette étoile a bien explosé en 2014 et a commencé à s'éteindre comme attendu. Mais elle a ensuite recommencé à briller. Tu parles d'une entrée en scène. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a continué à s'éteindre, puis à s'illuminer au moins 5 fois au total. Un peu comme un yo-yo. C'est comme si elle n'arrivait pas à décider si elle voulait continuer à briller ou s'éteindre pour toujours. En outre, lorsque les scientifiques ont mesuré le spectre de cette supernova, ils ont constaté qu'elle évoluait 10 fois plus lentement que les autres étoiles. Peut-être qu'elle souhaite simplement profiter un peu de sa vieillesse. En somme, cet objet est un véritable mystère. Mais ce n'est pas la seule étoile souffrant du syndrome 2 en 1. À première vue, MY Camelopardalis semble assez ordinaire. Mais en y regardant de plus près, les astronomes ont découvert qu'il s'agissait en fait de 2 étoiles. Elles tournent l'une autour de l'autre à plus de 950 000 km/h. Il s'agit d'un système stellaire binaire à contact, ce qui signifie que les étoiles sont si proches l'une de l'autre qu'elles partagent une enveloppe commune. En d'autres termes, elles sont si proches qu'elles se bécotent, littéralement. Ces Roméo et Juliette célestes sont l'une des étoiles binaires les plus massives que l'on connaisse. Elles pèsent respectivement 32 et 38 masses solaires. Et nos astronomes pensent qu'elles pourraient être sur le point de fusionner. Ce qui signifie qu'un jour, elles pourraient se combiner pour former une super étoile géante. Qui aurait cru que l'espace pouvait être si romantique ? Voici maintenant un autre nom à rallonge. HD 140283, l'étoile Mathusalem. Ce petit bonhomme dans la constellation de la Balance existe depuis un bout de temps. Et par un bout de temps, je veux dire très très longtemps. En fait, les scientifiques pensaient qu'elle était plus vieille que l'univers lui-même. Imagine un peu si c'était vrai. Mais ils ont fini par découvrir qu'elle avait environ 14 milliards d'années.
soit le même âge que notre univers. C'est quand même assez impressionnant. Elle est si vieille qu'elle se souvient de l'époque où la Voie lactée n'était qu'une petite galaxie. Malgré tout, elle a encore un peu de vie en elle. Elle commence tout juste à se transformer en géante rouge, ce qui est un peu comme lorsque tu atteins la trentaine. Elle vieillit donc assez bien. Mais si toutes ces choses restent plus ou moins compréhensibles, que dire de cette étoile que les astronomes ont surnommée WTF, ou qu'est-ce que c'est que ce truc? On l'appelle aujourd'hui l'étoile de Tabi. Elle a aussi un nom plus scientifique, mais il est un peu long. Ce qui est vraiment bizarre chez elle, c'est sa luminosité irrégulière. Pour une raison inconnue, elle ne brille pas comme une étoile normale. Elle clignote, comme quand on allume et éteint une lampe de poche. Et il ne s'agit pas d'une petite baisse de luminosité, mais d'une chute de 22%. Ce n'est donc pas parce qu'un objet viendrait la cacher de temps à autre. Les scientifiques ont toutes sortes de théories sur ce comportement étrange. Des comètes, de la poussière, une mégastructure extraterrestre. Oui, mais avant que ton imagination ne s'emballe, il est important de noter que l'explication la plus probable est celle de la poussière. L'étoile serait entourée d'une espèce de nuage de poussière qui nous empêcherait parfois de la voir nettement. Mais cette explication n'est pas encore confirmée à 100%. Et il reste encore beaucoup de mystères autour de l'étoile de Tabi. Une chose est sûre, elle est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce qui la rend si fascinante. Et voilà, mon ami. Nous restons émerveillés par l'incroyable diversité et par l'étrangeté du cosmos. Il y a encore tant de choses à découvrir, alors continuons à explorer l'univers à la recherche de ces fabuleux trésors. Allez hop, on embarque. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire un voyage cosmique pour trouver la plus grande étoile de l'univers. La première étoile que nous croisons est notre propre Soleil. Il est loin d'être la plus grande, mais il est tout de même massif. On pourrait y faire entrer 1 million de terres. Cela signifie que si tu considères le Soleil comme un ballon de basket, la Terre aurait la moitié de la taille d'une gomme à crayon. Si on mettait toutes les planètes d'un côté de la balance et le Soleil de l'autre, les planètes ne feraient pas le poids. Le Soleil représente 99,9% de la masse totale du système solaire. La masse est essentiellement la quantité de trucs ou de matière dont une chose est composée. Et c'est à elle que l'on doit la brillance des étoiles. En effet, plus il y a de matière dans une étoile, plus son noyau est épais et chaud. Cela déclenche une chaîne de réactions chimiques. Les atomes d'hydrogène s'écrasent les uns contre les autres pour former de l'hélium, libérant ainsi une quantité incroyable d'énergie. C'est ce qui donne à l'étoile sa lumière et sa chaleur. Par conséquent, les grandes étoiles sont aussi des étoiles plus brillantes. Toutefois, avec toutes ces réactions, la durée de vie d'une étoile finit par diminuer. Lorsqu'elle commence à manquer de carburant, l'étoile entre dans la phase géante. Elle se dilate et devient rouge. Cela nous ramène à la tâche qui nous attend. La plus grosse étoile que nous trouverons sera probablement en fin de vie. En activant nos moteurs hyperlumineux, nous arrivons bientôt au système Luhmann 16. Ici, nous trouvons l'une des plus petites étoiles qui existent, une naine brune. Petite signifie ici à peu près la taille de Jupiter tout de même. Mais elles sont petites pour des étoiles. Les naines brunes sont aussi appelées étoiles ratées, parce qu'elles ne disposent pas d'une masse suffisante pour expérimenter ces réactions chimiques. Cela signifie qu'elles ne sont pas aussi brillantes, bien que super denses. Toute la matière qu'elles contiennent est si compacte qu'elles pèsent 80 fois plus que Jupiter, même si elles ont la même taille. Et si tu penses que c'est tout de même pas mal du tout, il te suffit de regarder une naine blanche, encore plus dense. Celle-ci est Sirius B. Elle a aussi la taille de Jupiter, mais elle pèse autant que le Soleil. Elle émet une faible lumière blanche. Lorsqu'elle n'aura plus de gaz, elle deviendra rouge et se refroidira. Maintenant, rapprochons-nous de sa voisine géante, Sirius A. On voit facilement cette étoile depuis la Terre sans avoir besoin de télescope. Elle est 2 fois plus lourde et plus que 1,5 fois plus large que notre Soleil. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Nous volons maintenant à 550 années-lumière de la Terre vers la constellation de Cassiopée. Il y a presque 100 ans, une explosion cosmique s'est produite à cet endroit. Elle a dilaté l'atmosphère de l'étoile Gamma Cassiopée et certains gaz ont été projetés dans l'espace.
Après cela, elle est devenue l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est 10 fois plus vaste que notre Soleil. Passons maintenant à la célèbre étoile polaire. Curieusement, différentes étoiles ont porté ce titre au fil des ans, et d'autres le porteront dans le futur. C'est parce que l'étoile polaire de la Terre change tous les 26 000 ans. Imagine notre planète comme une toupie. Le pôle Nord se déplace en décrivant un petit cercle qui pointe différentes étoiles vers le vrai Nord. L'étoile actuelle est une supergéante qui est 37 fois plus vaste et 5 fois plus lourde que notre Soleil. Elle est facile à trouver dans le ciel nocturne. Elle est au bout du manche de la Petite Ourse. Prépare-toi tout de suite, nous partons pour l'œil du cyclone, le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour voir la prochaine étoile, nous devons passer en mode infrarouge. Cette étoile pistolet se dissimule dans la poussière de l'espace. En seulement 20 secondes, elle émet autant de lumière que notre étoile d'origine en une année entière. Et sa taille est stupéfiante. Elle est 420 fois plus vaste que le Soleil. Mais ce n'est pas encore l'étoile la plus lumineuse connue de l'humanité. Il s'agit d'une supergéante bleue dans la constellation du Triangle. Je te présente B416. Elle est presque 10 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Mais plus une étoile est brillante, plus elle épuise rapidement tout son carburant et plus sa durée de vie est ainsi réduite. Comparée à une naine rouge qui brille à peine et brûle son combustible beaucoup plus lentement, sa vie sera des centaines de milliers de fois plus courte. À 3400 années-lumière de la Terre se trouve l'un des corps célestes les plus rares de l'univers. Il s'agit d'une hypergéante jaune appelée Rho Cassiopée. Parmi les innombrables étoiles de notre galaxie, il n'y en a que quelques dizaines comme celle-ci. Et même si cette étoile est extrêmement éloignée de notre planète, on peut la voir dans le ciel sans avoir besoin d'un télescope. En effet, elle est 300 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. C'est aussi parce qu'elle est 900 fois plus vaste que notre étoile d'origine. Et sa couleur nous indique que ses réserves de carburant dureront longtemps. Quand Rho Cassiopée commencera à devenir rouge et à se développer, elle sera l'une des plus grandes étoiles de l'univers tout entier. Passons maintenant à la constellation d'Orion. L'étoile dans notre ligne de mire. Betelgeuse est l'une des plus grandes visibles à l'œil nu. Elle fait 700 fois la taille de notre Soleil. Si elle prenait la place de notre étoile, sa surface toucherait la ceinture d'astéroïdes. Elle se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. Elle engloutirait les 4 planètes intérieures, y compris la Terre. Mais cette étoile excite beaucoup les astronomes. Ils prédisent que Betelgeuse va exploser et donner un spectacle céleste fantastique dans les 10 000 prochaines années. Ce sera le plus grand événement astronomique de tous les temps car nous pourrons observer une supernova à une distance proche mais suffisamment sûre. L'étoile qui explosera brillera comme une demi-lune. Elle sera visible dans le ciel de jour pendant 1 an et dans celui de nuit pendant plusieurs autres années. Maintenant, nous nous aventurons vers des étoiles qui dépassent la largeur du Soleil de 1000 fois. Mous Cephei est une hypergéante qui s'enorgueillit du titre de l'étoile la plus rouge connue. Sa couleur nous indique que la jauge de carburant se rapproche de plus en plus du vide. Mais elle est encore si grande qu'elle pourrait contenir 1 milliard de soleils. Et à cause de sa masse, cette étoile finira par devenir une supernova ou même un trou noir. Partons maintenant pour un voyage de près de 4000 années-lumière de chez nous. La voici, une supergéante rouge appelée VY Canis Majoris. C'est l'une des plus grandes et des plus brillantes étoiles de la Voie lactée. Elle pourrait contenir 3 milliards de soleils. Et même si elle est tellement énorme, cette chose est étonnamment légère, seulement 17 fois le poids du Soleil. Dans le contexte des corps célestes, on pourrait appeler cette étoile un ballon gonflé. Au cours des 100 000 prochaines années, VY Canis Majoris explosera en une hypernova. Les radiations gamma détruiront toute vie dans la partie locale de l'univers. Mais cette étoile est si éloignée de notre système solaire qu'elle ne nous causerait aucun dommage. Si nous placions MY Cephei au centre de notre système solaire, elle se gonflerait jusqu'à l'orbite de Saturne. Pour te rappeler à quel point Saturne est loin, dis-toi qu'il faut 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Mais pour arriver à Saturne, il faut bien plus d'1 heure. Comparé à cette étoile massive, le Soleil n'est qu'un grain de sable. C'est l'une des étoiles les plus lumineuses et les plus rouges de notre univers. Plus l'étoile est grande et rouge, plus elle est proche de sa fin. Nous n'avons donc pas seulement affaire à un titan de l'univers, mais aussi à l'un des plus anciens corps célestes qui existent. La deuxième plus grande étoile de l'univers est UY Scuti. Elle fait environ 2,4 milliards de kilomètres de large, soit 16 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est une étoile à pulsation variable. Sa luminosité change environ tous les 2 ans. UY Scuti détient le record de combustion de carburant par an. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle revienne à des températures plus élevées comme une géante jaune. Notre voyage touche à sa fin. Devant nous, nous voyons Stephenson 2-18. Il faut 20 000 ans pour que la lumière de cette étoile atteigne la Terre. Il est difficile de ne pas voir cette supergéante rouge sur notre minuscule planète.
Elle est 2150 fois plus vaste que notre Soleil. Il nous faudrait 10 milliards de soleils pour la remplir. À titre de comparaison, une plage moyenne ne contient qu'environ 5 milliards de grains de sable. Bételgeuse, une supergéante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne. Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de soleils, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'1 an plus tard, en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà. Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de 2 motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voix humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km/h. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri b. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a 2 étoiles,
Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est TRAPPIST 1D. Son étoile hôte est une naine blanche. C'est une étoile froide, 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil. Il y a 7 planètes autour d'elle, mais TRAPPIST 1D est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Bételgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum, une étoile est née. Au début, Bételgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et est restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force, poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces deux forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, ils libèrent plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bételgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bételgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bételgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bételgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bételgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris, ainsi que la lumière des autres étoiles, se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bételgeuse est trop légère pour devenir un trou noir, et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible. Accrochez-vous, chers passionnés de l'espace, car nous sommes sur le point de découvrir ensemble les secrets cosmiques qui ont été dévoilés cette année. Des étoiles géantes aux molécules organiques, cette année se présente sous les meilleurs auspices pour les astronomes. Alors, rattrapons tout ce que tu as peut-être manqué en 2023. Pour commencer, nous avons découvert de véritables monstres stellaires. Imagine-toi lever les yeux vers le ciel nocturne pour y apercevoir des étoiles qui ne sont pas seulement grandes, mais absolument énormes. Les scientifiques ont eu recours à un télescope de pointe, le télescope spatial James Webb, afin d'explorer les premiers jours de l'univers. Et au cours de leur pérégrination, ces chercheurs sont tombés sur d'anciennes étoiles qui étaient 10 000 fois plus grandes que notre Soleil. Oui, tu as bien entendu, 10 000 fois. Ce géant du monde stellaire faisait partie des toutes premières étoiles,
à s'être formées dans l'univers il y a de cela plusieurs milliards d'années. Imagine un amas globulaire comme un gigantesque conglomérat cosmique, où chaque groupe comporte de 100 000 à 1 million de membres. Ces amas s'apparentent à de gigantesques réunions de famille, toutes les étoiles naissant à peu près en même temps. Mais qu'est-ce qui rend ces monstres récemment découverts si particuliers? Eh bien, leurs noyaux, autrement dit leur cœur, sont beaucoup plus chauds que ce que l'on observe d'ordinaire dans les étoiles. Les chercheurs pensent que cette chaleur intense pourrait être due à la combustion d'une grande quantité d'hydrogène à des températures très élevées, un peu comme un gigantesque barbecue galactique. Il se passe quelque chose de fascinant dans ces amas globulaires. Les petites étoiles s'écrasent sur leurs voisines supermassives et acquièrent ainsi de l'énergie supplémentaire, un peu comme une mise à jour. Mais le hic, c'est que la plupart de ces amas vieillissent et que ces étoiles supermassives ont disparu depuis longtemps. Les amas que nous observons aujourd'hui ne laissent entrevoir que des indices de leur existence. Les scientifiques les étudient à partir des traces mystérieuses laissées par leur présence. La découverte de ces étoiles monstrueuses est extrêmement importante pour notre compréhension de l'univers. Si les scientifiques parviennent à rassembler davantage de preuves permettant de confirmer leur existence, il s'agirait d'une avancée majeure. Cela nous permettrait d'en savoir plus sur les amas globulaires et sur la formation des étoiles supermassives en général. Mais ce n'était là que la première découverte fascinante de 2023. La suivante est plutôt triste. Tu vois ces magnifiques anneaux qui donnent à Saturne son look ravageur? Eh bien, devine quoi? Ils pourraient trop disparaître dans un avenir pas si lointain. Enfin, à l'échelle astronomique. La mission Cassini de la NASA, qui a exploré Saturne de 2004 à 2017, a permis de recueillir des données fascinantes sur ces anneaux. Lors du grand final de la course de Cassini, au cours de laquelle elle a effectué d'époustouflantes manœuvres à travers l'orbite de Saturne, les scientifiques ont remarqué quelque chose de surprenant. Les anneaux perdèrent beaucoup de leur masse chaque seconde, des tonnes à vrai dire. Cela signifie que cette superbe auréole ne restera là que pour quelques centaines de millions d'années encore, tout au plus. Cela peut sembler long pour les humains, mais à l'échelle de l'univers, ce n'est pratiquement qu'un clin d'œil. Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous avons découvert que les immenses anneaux, comme ceux de Saturne, ne duraient pas éternellement. Ils finissent par disparaître. Au moins, ni toi ni moi ne serons plus là pour assister à ce moment. Les scientifiques ont une théorie amusante sur ce qui se passera lorsque les anneaux de Saturne disparaîtront. Ils pensent que les autres géantes de glace et de gaz de notre système solaire, telles qu'Uranus et Jupiter, ont peut-être eu, elles aussi, des anneaux massifs. Mais au fil du temps, ces anneaux se sont émiettés pour prendre l'aspect de fines bandes d'astéroïdes, comme celles que possède actuellement Uranus. Les anneaux de Saturne sont principalement constitués de glace, mais ils sont également parsemés de poussière rocheuse. Celle-ci provient des astéroïdes et des minuscules météores qui s'écrasent sur d'autres corps célestes et se désagrègent. C'est un peu comme une tempête de particules glacées et de débris cosmiques. Les recherches ont également révélé que les anneaux de Saturne sont apparus longtemps après la formation de la planète elle-même. Ils étaient encore en train de se former lorsque les dinosaures peuplèrent la Terre. En termes d'âge astronomique, ils sont donc assez récents, puisqu'ils n'ont que quelques centaines de millions d'années. Cette découverte a enthousiasmé les astronomes, car elle signifie qu'un événement de grande ampleur s'est produit dans le passé de Saturne pour créer cet étonnant disque glacé. Mais il s'agit là d'un mystère qui attend encore d'être élucidé. Les scientifiques voudraient d'arrêt comprendre ce qui a exactement provoqué la formation de ces anneaux et pourquoi ils ont une structure aussi époustouflante. Espérons qu'ils y parviennent. Mais passons à quelque chose de plus optimiste, car nous avons une autre nouvelle passionnante venue de l'espace lointain. Récemment, des scientifiques ont étudié l'une des galaxies les plus éloignées de l'univers, et ils y ont trouvé quelque chose d'étonnant. Des molécules organiques. La galaxie en question porte un nom à coucher dehors, SPTO 41847. Elle se trouve à plus de 12 milliards d'années-lumière de notre petite planète bleue. Peux-tu concevoir une telle distance? C'est la galaxie la plus éloignée où l'on n'ait jamais détecté des molécules organiques complexes. C'est pourquoi observer cette galaxie, c'est comme regarder quelque chose qui date de l'époque où l'univers n'était encore qu'un bébé. Nous n'avons aucune idée de l'aspect actuel de celle-ci. La lumière qui nous en parvient correspond à ce qu'elle était lorsque l'univers n'avait 1,5 milliard d'années. Imagine être capable de voir des choses qui remontent aussi loin dans le passé.
Ce qu'on a trouvé là porte un nom très compliqué. Une molécule d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou plus simplement une molécule de Happy. Tu te demandes sans doute, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule? Eh bien, devine quoi? On peut en fait trouver ces molécules ici même, sur notre bonne vieille planète. Elles peuvent se retrouver dans des choses telles que la fumée d'échappement des voitures ou dans celle des feux de forêt. Les molécules de HIP sont constituées de chaînes d'atomes de carbone. Et voici en quoi elles nous importent. Elles sont considérées comme les éléments de base de la vie. Réalise seulement, les éléments constitutifs de la vie, ces minuscules chaînes de carbone, ont été découverts dans une galaxie très lointaine. C'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Les chercheurs ont également découvert que le gaz flottant dans cette galaxie était rempli d'éléments lourds. Ce n'est pas rien, car cela suggère que de nombreuses étoiles se sont succédées dans cette galaxie, créant tous ces éléments étonnants. Cela signifie que cette galaxie est potentiellement riche en de nombreux autres éléments. Cette découverte ouvre un monde de possibilités et soulève tant de questions passionnantes. Comment ces molécules se sont-elles formées dans une galaxie si lointaine? Et puisque nous regardons dans le passé, qu'est-il advenu de ces molécules organiques au cours de cette période? Ont-elles pu évoluer vers la vie? Nous ne faisons qu'effleurer la surface de choses incroyables qui attendent encore d'être découvertes. Au fait, si tout cela se passe si loin, comment les scientifiques ont-ils bien pu réussir à découvrir une chose pareille? Eh bien, encore une fois, ils disposèrent d'un instrument, le télescope spatial James Webb. Cette machine sophistiquée a été lancée récemment et dispose de pouvoirs décuplés en matière d'observation de l'univers. Lorsque les scientifiques ont étudié cette galaxie lointaine, ils ont rencontré un petit problème. La lumière provenant de ces objets lointains était si faible qu'elle était difficile à voir ou à détecter. Mais devine quoi? Ils ont eu une idée brillante pour résoudre ce problème. Ils ont eu recours à ce que l'on appelle la lentille gravitationnelle, qui est un peu comme la loupe de la nature. Imagine deux galaxies parfaitement alignées, comme pour une séance de photos. La lumière de la galaxie lointaine, celle en arrière-plan, se dirige vers nous. Mais au cours de son voyage, elle traverse la galaxie d'avant-plan, qui agit comme une lentille spatiale géante. Que se passe-t-il ensuite? La gravité de la galaxie d'avant-plan courbe la lumière, à la manière d'une loupe, la rendant plus grande et plus brillante encore. C'est comme si nous disposions d'un zoom cosmique pour nos télescopes. Cette courbure de la lumière crée une forme super cool, appelée anneau d'Einstein. Il s'agit d'un halo ou d'un anneau de lumière entourant la galaxie de premier plan. En fait, c'est une façon pour la nature d'exhiber l'étendue SS pouvoir magique. Grâce à la lentille gravitationnelle et à ces magnifiques anneaux d'Einstein, les scientifiques peuvent voir plus clairement les objets éloignés et apprendre des choses étonnantes sur l'univers lointain. Et grâce à tout cela, ils ont réussi à découvrir les interactions chimiques cachées des premières galaxies. N'est-ce pas incroyable? Les scientifiques sont franchement emballés par cette découverte. Ils ne s'attendèrent pas à trouver des molécules organiques aussi complexes dans une galaxie aussi incroyablement lointaine. Et qui sait, ce n'est peut-être que le début d'une passionnante épopée cosmique. Alors, gardez les yeux rivés sur les étoiles, chers explorateurs de l'espace. L'univers est plein de surprises, et qui sait quelles autres découvertes époustouflantes nous y attendent. On ne peut qu'espérer en apprendre encore davantage à l'avenir. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées aux murs, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle.
belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayon X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. « Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. » Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la 4e plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. « Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps.
Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous sont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher.